Bonjour, mon nom est Sean Devine et je représente des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire offert par ITM Université. Aujourd'hui, nous allons traiter de nouveaux sujets de l'air, l'importance des tests de CO ou combustion avec Testo. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone. Notre présentation durait de 40 à 45 minutes, puis nous aurons du temps à la fin pour les questions et des réponses. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction de chat et nous ferons un plaisir de vous répondre à la fin de la présentation lors de la période de questions. ITM Instruments travaillant en étroite collaboration avec Testo depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de Testo. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et notre prix compétitif. Pour commencer, le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations de performance en météorologie, tomographie, analyse de vibration et analyse de puissance. Il est un représentant technique en équipement de tests et mesures depuis plus de 30 ans, dont plus de 25 ans pour ITM Instruments. Merci beaucoup, Claude, et bonne chance. Merci beaucoup, Sean. Donc, bon matin tout le monde. Comme Sean le mentionnait, moi, c'est Claude Boudreau. Je suis le représentant pour ITM Instruments qui couvre le Québec et l'Est de l'Ontario. Aujourd'hui, on va parler de l'analyse de combustion. Je vais éteindre ma caméra juste pour éviter que le feed de la caméra retarde la présentation et qu'il y ait du lag. Fait que je vais éteindre ma caméra. On va pouvoir se parler. Si vous avez des questions durant la présentation, utilisez notre chat. Simplement envoyez la question. Puis à la fin de la présentation, je vais répondre aux questions qui vont être posées. Fait que sur ce, on va commencer la présentation sur l'importance des tests de combustion et de CO. Donc, l'importance des tests de combustion, c'est une présentation qu'on fait avec Testo. Pour ceux qui ne connaissent pas Testo, Testo, c'est un fabricant mondial d'Allemagne. C'est le plus grand fabricant d'alléniseurs de gaz de combustion. Ils ont plus de 60 ans d'expérience en développement et en fabrication d'instruments portables. Testo utilise plus de 200 ingénieurs en recherche et développement. Le développement de produits allemands et américains, donc ils ont des ingénieurs aux États-Unis et en Allemagne. Ils ont beaucoup de nouveaux produits novateurs, donc ils sont très avant-gardistes au niveau de leurs équipements et ils rencontrent les normes de qualité ISO 17025. Le siège social aux États-Unis est à Sparta, au New Jersey. Ils ont un soutien technique spécialisé là-bas. Ils ont des très bons supports. Donc, s'il y a des questions, on est à mesure d'avoir ça assez rapidement. Ils ont des assistances nationales aux ventes. Ils ont des gestionnaires régionaux. Ils s'occupent aussi de tout ce qui est l'entretien et la réparation qui sont faits directement là, au New Jersey. Une partie des certifications et ainsi de suite va être faite par ITM à Montréal. Donc, vous avez quand même un support local, mais au pire, ça ne va pas très loin de pour avoir un suivi et un support pour les équipements. Aujourd'hui, ce qu'on va traiter, c'est on va traiter de la combustion, c'est le principal sujet, mais on va expliquer pourquoi que c'est important de faire des essais, la combustion de base, les sécurités liées au monoxyde de carbone, qu'est-ce que ça prend pour faire des bonnes mesures, comment on peut protéger notre investissement, parce que tout appareil de mesure qui n'est pas entretenu, qui n'est pas maintenu comme il faut, bien, on va avoir une durée de vie qui va être moins longue, puis à un certain moment donné, ça nous coûte plus cher, donc on va parler de ça. Puis on va regarder les différents outils et technologies qui sont disponibles aujourd'hui, parce qu'honnêtement, il y a eu des très grosses évolutions qui ont été faites au cours des dernières années, donc on va vous mettre au fait de ça. La première des choses qu'on devrait se poser, c'est pourquoi qu'on effectue les tests.
Bien, c'est sûr que pour votre client, ça représente une valeur ajoutée. Vous avez installé un système de combustion, donc vous pouvez prouver qu'il est installé comme il faut, qu'il est entretenu conformément aux recommandations du fabricant d'équipement d'origine et qui fonctionne avec un rendement optimal. Donc, on veut s'assurer de donner le meilleur service aux clients. C'est pas juste de dire que le système est installé, mais on veut leur prouver qu'il a été installé de façon adéquate et qu'on a l'optimisation au niveau de la combustion. Ça va faire preuve de professionnalisme. Vous êtes un fournisseur de services professionnels qui utilise une technologie éprouvée pour vous assurer que le service est effectué correctement, efficacement et aussi, le plus important, en toute sécurité dès la première fois. Donc, ce n'est pas de dire ça a été installé tout croche, mais également on a fait un job de professionnel. On va garantir la sécurité, parce que c'est sûr et certain que si c'est mal installé, il peut y avoir des problématiques. Donc, on va s'assurer que le travail a été effectué dans le cadre des règlements locaux, des règlements du fabricant d'origine et aussi en fonction des normes de sécurité. Il y a un risque lié à la responsabilité. Bien, c'est sûr et certain que si vous avez fait une mauvaise installation, puis qu'il y a des gens qui sont blessés et ainsi de suite, bien, à ce moment-là, ça devient en partie votre responsabilité. Donc, on va essayer de travailler le côté sécurité, comme on disait tantôt. On va s'assurer qu'il y a certaines responsabilités en matière de rendement, des dangers liés au CO, être sûr que tout est bien contenu, qu'il n'y a aucun problème. Puis, on va faire les essais pour fournir nos registres de conditions des rendements. Donc, si vous faites tous vos tests comme il faut, que vous enregistrez ces informations-là, à ce moment-là, ça va limiter votre responsabilité parce qu'au moins, vous avez la preuve que lorsque vous avez quitté les lieux, tout était sécuritaire. Et ça va aussi assurer la rentabilité. Vous devez fournir un profit à votre compagnie en faisant du bon travail le premier coup et de façon efficace et productive. Donc, on veut essayer là, de faire les tests le plus adéquatement possible pour ces différentes raisons-là. C'est quoi que ça signifie pour vous? Bien, plus de mise au point de la chaudière pour l'évaluation de l'énergie. Une augmentation de 1 % de l'efficacité va représenter des économies de carburant de 1 %. C'est-à-dire juste le fait de faire une bonne mise au point sur la chaudière, augmenter l'efficacité de 1 %, vous venez de réduire votre facture d'énergie de carburant de 1 %. Ça peut devenir quand même très, très, très significatif. Il y a plus de sensibilisation concernant la sécurité de la combustion et la sécurité des chaudières. Qui aujourd'hui n'a pas entendu parler des détecteurs de monoxyde de carbone? Le CO, c'est toxique pour les humains. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a des mélanges de carburants qui sont dangereux. On veut pas les maisons, ou même les industries ou les commerces qui ont des systèmes de chaudière, ben c'est pas quelque chose qu'on veut avoir le gaz à l'intérieur. On veut s'assurer que tout est bien utilisé de façon sécuritaire. On va planifier de l'entretien préventif fréquent pour identifier les réparations et réduire les temps d'arrêt. Donc, c'est sûr et certain que si on ne fait jamais de vérification, si on ne vérifie pas notre chaudière, et ainsi de suite, dans une journée, il va y avoir des bris. On n'a pas prévenu. Tandis que si on a fait notre maintenance préventive, qu'on a fait notre entretien d'une façon fréquente et régulière, on va être en mesure de savoir où est-ce qu'on est, puis est-ce qu'on va être prêt pour notre saison de chauffage. On va aussi, dans certains cas, démontrer notre conformité aux normes environnementales. De plus en plus, le SO2, le CO et les NOx, c'est dangereux pour le bain. C'est pas de plus en plus, ça a toujours été dangereux, mais c'est de plus en plus vérifié et suivi. Fait qu'avec un bon système, une bonne analyse de combustion, on peut ajouter ce qu'on appelle l'analyse d'émissions et voir qu'est-ce qui est rejeté à l'environnement. Fonctionnement de base d'une chaudière. Comment ça fonctionne une chaudière? Bien, le brûleur va mélanger le carburant et l'oxygène et va fournir la combustion, si on aime mieux la chaleur. La combustion va avoir lieu dans la chambre de combustion, puis la chaleur va être transférée dans l'eau par l'échangeur de chaleur. L'eau chaude produite par la chaudière est pompée à travers le tuyau et livrée à l'appareil dans tous les bâtiments. Les chaudières à vapeur produisent de la vapeur, au lieu de l'eau, c'est de la vapeur, qui circule dans les tuyaux des zones à haute pression, de la haute pression aux zones de basse pression.
Les gaz de combustion créés par la combustion sont généralement déchargés, sont pas généralement, mais sont déchargés dans l'atmosphère par une cheminée. Fait que c'est sûr et certain que ça, c'est le bon fonctionnement d'une chaudière. Sauf que s'il y a des ajustements qui n'ont pas été faits comme il faut, bien, au lieu d'envoyer des gaz dans l'atmosphère, peut-être qu'on retourne des gaz dans le bâtiment, qui n'est pas très bon. L'autre chose, c'est que les gaz qu'on envoie dans l'atmosphère, comme on disait tantôt, avec les nouvelles normes, il faut s'assurer qu'on rencontre certains standards. Donc, on ne veut pas envoyer n'importe quoi dans l'atmosphère. Donc, la règle de combustion de base. On a notre air avec notre carburant. On a besoin d'une étincelle quelconque, puis à partir de là, on va avoir ce qu'on appelle nos produits de combustion. La théorie de la combustion. La première des choses, on parlait de l'air. Mais l'air, c'est quoi? Bien, c'est un mélange de 79% d'azote et de 21% d'oxygène. Le carburant, bien là, ça va dépendre de ce qu'on a. Ça peut être du gaz naturel ou du méthane. Si c'est dans le liquide, bien là, ça peut être du mazout, ça peut être du propane liquide. Si c'est du solide, bien là, ça peut être du bois, du charbon. Donc, on a différents types de carburants possibles. Puis, la source d'inflammation, si on a mieux l'étincelle, bien, ça va être ce qui va nous aider pour créer la chaleur. Fait que comment ça fonctionne, comme on disait tantôt? Bien, on a notre air qui va rentrer en même temps que notre carburant. On va s'en aller au brûleur. On va générer la chaleur, notre brûleur va générer la chaleur. Et par la suite, ben, on va avoir tous les éléments qui vont sortir par la cheminée. Donc, on va avoir du CO2, on peut avoir de l'eau, de la chaleur. Donc, c'est sûr et certain, encore là, on ne veut pas que toute la chaleur sorte par la cheminée parce que ce n'est pas très, très efficace. Donc, ça nous prend aussi un équilibre d'oxygène. On va avoir de l'azote. On va avoir de la fumée. Trop de fumée, ben, c'est pas bon. Du monoxyde de carbone, des NOx, du SO2. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent sortir dépendamment de notre carburant et de notre mélange d'air. Donc, c'est les deux phénomènes ensemble qui vont nous donner différents gaz qui vont sortir par la cheminée. Pourquoi faire les tests de combustion? Bien, le gaz de combustion par produit du procédé de combustion, bien, qu'est-ce que c'est? Bien, comme on disait tantôt, on va avoir un mélange de carburant et d'air. Si ma combustion n'est pas complète, bien là, je vais avoir des cendres, de la fumée, ça va faire de la suie, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas l'idéal. Puis, si je suis capable d'aller chercher ma combustion complète, bien là, à ce moment-là, la seule affaire qui va, pas la seule affaire, parce qu'il y a quand même des gaz qui sont naturellement créés. Toutes les fois qu'on mélange différents objets, comme l'oxygène avec les différents types de combustion, bien là, on va avoir la formation de dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, du dioxyde de soufre. On va avoir notre oxygène extra qui va sortir, on va avoir de la vapeur d'eau, on va avoir de la fumée, surtout les systèmes à l'huile. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont sortir. La couleur, le son, l'odeur, ce n'est pas nécessairement des indications d'une bonne combustion ou d'une combustion incomplète. Oui, dans certains cas, ça peut nous donner certains indices, mais ce n'est pas ça. Là. Ça nous prend une analyse beaucoup plus poussée. On ne peut pas juste se fier à la couleur, à l'odeur pour déterminer si tout est correct. Fait que ça, on regarde le graphique stoichiométrique. Ça, c'est mon mot du jour qui est bien dur à dire. Je ne sais jamais comment le prononcer. Donc, dépendant de nos réglages, on va essayer d'aller dans, pas essayer, on va s'organiser pour aller dans la zone verte de la combustion idéale. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va vérifier le CO, on va vérifier notre oxygène. On peut mesurer aussi le CO2, mais le CO2, c'est un peu trompeux parce que si on regarde nos courbes, bien, le CO2 va quand même avoir des valeurs élevées de chaque côté de la zone idéale. Fait que pour savoir si on a une combustion complète ou incomplète, le CO2 n'est pas réellement un facteur
qu'on va se servir. On va plutôt se servir de l'oxygène et du CO. Donc, notre idée, c'est simple, c'est qu'on veut avoir réellement une combustion optimale. Donc, on veut éliminer le CO. On veut avoir un petit peu d'excès d'air pour aller chercher la partie la plus efficace au niveau de notre bouilloire ou de notre système de brûlage. C'est quoi qu'il faut mesurer? C'est quoi les différents paramètres qu'on a besoin de connaître? Bien, la première des choses, on a besoin de connaître notre température nette. Mais c'est quoi la différence de température entre l'air dans la cheminée puis les entrées d'air, ou si on aime mieux l'air primaire? Ça va nous donner une idée sur la cote d'efficacité de combustion puis les pertes de chaleur qu'on a. Donc, c'est réellement, on a besoin d'aller chercher ces deux mesures de température-là. On a besoin de savoir notre niveau d'oxygène pour pouvoir déterminer est-ce que je suis en excès d'air, est-ce que je suis dans une zone sécuritaire, est-ce que je suis efficace, est-ce que ma quantité d'air, d'oxygène que j'y ai donné, est-ce que j'en ai mis trop, pas assez? Je veux toujours avoir en général un peu d'excès d'air, mais trop, c'est comme pas assez, donc je ne veux pas aller dans l'extrême. Mon monoxyde de carbone, est-ce que j'ai réussi à brûler au maximum? Donc, les émissions de mes brûleurs sont minimales, donc je n'ai pas beaucoup de monoxyde de carbone là, qui sort. Le tirage de ma cheminée, ben, c'est sûr et certain que le tirage, c'est super important. La cheminée est là pour sortir mes gaz qui sont les biproduits de la combustion. Mais si ma cheminée ne tire pas, n'a pas un bon tirage vers l'extérieur du bâtiment, bien, qu'est-ce qui se produit? C'est que tous les produits néfastes vont retourner à l'intérieur du bâtiment. Fait que c'est quelque chose qui est super important de vérifier. Les NOx, les NO, NO2, SO2, ben, ça, c'est surtout si on a des normes environnementales à respecter. Fait qu'à ce moment-là, c'est important de pouvoir mesurer ces gaz-là. Donc, ça, c'est plus lorsqu'on a ce qu'on appelle des analyses d'émissions. Donc, c'est pas réellement relié à une bonne combustion. C'est pas l'analyse de combustion comme telle, mais c'est réellement l'émission. Donc, c'est quels sont les gaz qu'on retourne à l'environnement. Puis ça, ben, normalement, aux États-Unis, ça va être EPA qui va être en arrière de ça, mais c'est tous les ministères qui suivent l'environnement qui va s'assurer qu'on envoie seulement des bons, ben, pas des bons, mais qu'on envoie le moins possible de gaz néfastes dans l'atmosphère. Il y a des paramètres qui vont être calculés. Quand on parle de l'efficacité de la combustion, bien là, on va regarder le taux d'oxygène, on va regarder la température, on va regarder le carburant. Puis l'idée, ben, c'est qu'on veut réussir à réduire les coûts de carburant au maximum pour aller chercher les économies. Le dioxyde de carbone, le CO2, ben, ça, en général, c'est quelque chose qui est calculé et non mesuré. Certains analyseurs ont des sondes de CO2. Puis ça, c'est également pour déterminer la condition de fonctionnement. Notre référence en oxygène, ben, c'est là, on veut voir les effets de la dilution de l'excès d'air sur les produits, le NOx, le SO2, le CO. Donc, c'est une des choses que si j'ai trop d'excès d'air, ben, je vais augmenter mes NOx, SO2, etc. La conversion des émissions, ben, à ce moment-là, on veut faire les calculs du poids des polluants en livres par millions de BTU. Puis l'excès d'air, donc c'est l'air supplémentaire pour la combustion. Comme on disait tantôt, on veut être du côté de l'excès d'air, mais on ne veut pas être à l'extrême. Si on regarde les conseils généraux sur les essais, qu'est-ce qu'il faut tester? Conseil de base, ben, on va essayer, lorsqu'on va arriver, les essais d'entrée. Donc, on va donner à notre client un résultat de comment c'était lorsqu'on est arrivé, donc nos essais d'entrée ou nos essais de départ. Puis, une fois qu'on a fait nos ajustements, on va faire une nouvelle analyse, puis on va enregistrer l'information de après ou à la sortie. De cette façon-là, vous êtes capable de prouver le avant et après vos ajustements. L'autre chose aussi qui est important, c'est pas simplement de se concentrer sur la partie combustion, mais on veut aussi s'assurer, côté sécurité, que le niveau de CO est adéquat.
À ce moment-là, on va vérifier le niveau de CO dans les bâtiments, à partir de l'entrée du bâtiment jusqu'à l'endroit où est-ce qu'on fait la combustion pour s'assurer qu'il n'y a pas de zone où est-ce que le niveau de monoxyde de carbone est trop élevé. Puis, on va être prêt aussi pour d'autres essais. Donc, les deltas de température, comme on disait tantôt, entre la température de la cheminée et la température ambiante, delta de pression pour s'assurer qu'on est en tirage, le monoxyde de carbone à température ambiante, donc pour s'assurer que dans les pièces, on n'a pas de monoxyde de carbone qui revient. Puis, l'autre chose qui est super important, très important, suivez toujours les spécifications du fabricant lorsqu'elles sont disponibles. Aujourd'hui, ce qu'on vous donne, c'est réellement des normes générales, c'est des idées de base. Mais si un manufacturier d'un équipement vous dit quelque chose de différent, c'est lui qui a raison. C'est lui qui connaît son équipement beaucoup plus que nous. Nous, on est généralistes, on parle en général de ce qui doit être fait. Donc, c'est bien important de vérifier les recommandations du manufacturier. Documenter tous les travaux, comme on disait tantôt, c'est important de pouvoir prouver ce que vous avez fait. Puis, vos instrumentations, c'est bon de comprendre la façon qu'ils fonctionnent, comment les manipuler, puis comment les entretenir. Lorsqu'on parle de qu'est-ce qu'il faut tester, les contrôles de variables qui est essentiel au procédé de combustion, la pression. Il faut s'assurer qu'on va confirmer ou régler la pression des gaz. Donc, si on a un système où notre combustible est un gaz, il faut s'assurer est-ce que la pression est adéquate. On va vérifier l'excès d'air. Donc, c'est nécessaire pour montrer une combustion complète, mais les valeurs élevées vont indiquer une forte perte de chaleur dans les cheminées, donc on va être moins efficace. On va vérifier notre température ambiante et de la cheminée. C'est nécessaire pour déterminer l'efficacité. Pression de tirage. On confirme la bonne ventilation des combustibles hors du conduit de fumée. Puis, un appareil dispose de 5 minutes pour prouver son tirage. Donc, normalement, selon les normes ANSI, lorsque on veut vérifier le tirage, le système a 5 minutes pour prouver qu'il va avoir une tire parfaite. C'est sûr que si ton système est froid, là, à ce moment-là, tu peux disposer de 10 minutes. Il faut être logique à un moment donné, là, mais en temps normal, quand le système part, ça devrait sortir en 5 minutes. Les taux d'oxygène vont déterminer principalement la combustion qui est complète. Les CO2, ça va être la valeur maximisée par rapport à l'efficacité et la combustion idéale, mais n'indique pas nécessairement une combustion complète. Donc, le CO2, ça va donner un indice que oui, je suis efficace, puis je suis dans une mode de combustion idéale, mais ça ne veut pas dire que j'ai une combustion qui est complète. Puis le monoxyde de carbone, on ne dira pas assez souvent, mais c'est un gaz mortel, fait qu'on veut réellement s'assurer de le contrôler. Puis l'efficacité, ça représente la quantité totale de chaleur disponible du carburant, moins les pertes des gaz qui montent dans la cheminée. Parce que malheureusement, il va y avoir des gaz qui vont s'échapper par la cheminée, puis on va avoir des pertes. Lorsqu'on parle du CO ambiant, pourquoi qu'on fait ça? On fait ça pour la sécurité de votre client, mais aussi pour vous-même. Si tu t'en vas travailler dans un environnement où est-ce que le niveau de CO est trop élevé, ça peut être très dangereux pour ta santé. On va mettre à l'essai dans les zones d'air de combustion et dans les espaces de vie. On va réellement vérifier là, partout. Les lectures de CO doivent être communiquées à l'entretien. Si tu vois quelque chose qui n'est pas normal, il faut absolument que tu avertisses les gens. Il faut qu'on prenne l'action. Si à tout moment pendant cet essai, le niveau de CO ambiant dépasse 100 ppm, on évacue puis les occupants, puis on ventile immédiatement l'habitation. C'est-à-dire que si tu arrives à quelque part et tu vois des valeurs de 100 ppm de CO, on sort, c'est l'urgence, personne ne reste là. On va ventiler les pièces lorsque le CO dans l'air ambiant est supérieur à 35. Donc, à 35 ppm et plus, on ventile. En haut de 100, on sort. Il faut être conscient des limites réglementaires locales pour se conformer aux conditions de fonctionnement sécuritaires. Il est possible de le corriger. L'appareil doit être rendu. S'il est impossible de le corriger, l'appareil doit être rendu inutilisable. Mais c'est sûr et certain que si la problématique de ton CO élevé est due à ta bouilloire, à ton brûleur, et ainsi de suite, puis qu'il n'y a aucune façon de l'améliorer, là,
on le condamne pour l'instant. Personne ne rentre dans le building. On ne doit plus se servir de ça parce que sinon, on va avoir du CO dans le building. Lorsqu'on parle du test de tirage, bon, ben, la vérification du tirage et la vérification des déversements sont des considérations de sécurité importantes. C'est des inspections de sécurité effectuées pour le fonctionnement NFPA 54 annexe G. Le tirage doit être stable dans un état de fonctionnement stable. Selon les normes NFPA, un appareil doit prouver son tirage en 5 minutes. Comme je disais tantôt, si un appareil puis la cheminée sont froids, on peut prendre jusqu'à 10 minutes. Pour les appareils de ventilation commune, confirmer le tirage des appareils individuellement et le fonctionnement combiné. Donc, ça veut dire que si j'ai un scénario où est-ce que j'aurais différents brûleurs, et ainsi de suite, puis que j'ai ce qu'on appelle un tirage commun, bien, lorsqu'on a une ventilation commune, bien, il faut que je vérifie chacun des appareils individuellement et lorsqu'ils fonctionnent tous en même temps. Donc, c'est quoi le monoxyde de carbone? Le monoxyde de carbone, ou le CO, est un gaz inodore, incolore, sans goût et toxique qui résulte d'une combustion incomplète. Les sources possibles du CO dans le bâtiment, c'est chaudière et combustion des carburants, chauffe-eau, les cuisinières et les fours au gaz, les foyers, les chauffe-eau à combustible, les chaudières à combustible, puis les garages. Dans certains cas, le problème, c'est peut-être pas toi. Si tu es dans une résidence ou dans un condominium puis qu'il y a des garages annexés, puis qu'il n'y a pas un bon système de ventilation dans le garage, mais c'est possible que le monoxyde de carbone vienne de là et non du système de combustion. Le monoxyde de carbone peut être mortel. Donc, aux États-Unis, il y a plus de 500 décès par an, puis 15 000 visites à l'urgence par année qui sont dues au monoxyde de carbone. 79% des décès dans les milieux résidentiels, puis 84% des décès en hiver. Donc, on parle quand même d'une bonne quantité de morts qu'on doit essayer d'éviter, ou même le pire, c'est tous ceux qui s'en vont à l'urgence pour des complications. 85% des décès impliquent un système de chauffage. Donc, pourquoi on vous demande de faire des vérifications? Bien, la majeure partie des problèmes viennent des systèmes de chauffage, que ce soit au gaz naturel, les fournaises, les appareils au gaz, les systèmes de chauffage à l'huile. Ça, c'est toutes des choses qui peuvent générer du monoxyde de carbone à l'intérieur. Puis, c'est pas un problème régional, mais c'est pas un problème national, mais c'est réellement national, c'est pas régional, ça. Il y en a partout de ces problèmes-là. Donc, c'est pas dire, nous autres, au Québec, il n'y a pas de problème. Non, il y en a aussi. La formation du monoxyde de carbone. Bien, comme on disait tantôt, on va avoir notre air, notre carburant. Puis, si je n'ai pas un assez bon mélange, bien là, les centres de carburant non brûlés vont sortir, puis on va créer ce qu'on appelle du monoxyde de carbone. On le disait tantôt, inodore, incolore, sans goût, se mélange bien dans l'air et c'est toxique. Les symptômes, maux de tête, nausées, somnolence, essoufflement, effondrement, puis perte de conscience. Là, on ne veut pas se rendre dans les deux derniers. Là. Disons que dès qu'on commence à avoir des symptômes, on vérifie. Donc, les symptômes du CO, ben, comme on disait tantôt, maux de tête persistant, étourdissement, vision flouée, la nausée, fatigue ou somnolence, essoufflement. Puis se sentir malade ou fatigué à la maison, mais bien en sortant de la maison ou du bâtiment, c'est peut-être signe qu'il y a un problème de monoxyde de carbone. Si toutes les fois tu es à l'intérieur du building, tu te sens pas bien, puis tu sors, puis après quelques minutes à l'extérieur, tout va bien, bien ça peut être une des raisons. C'est quoi la taille d'un ppm? Parce que tantôt, on parle depuis tantôt de parties par million, mais c'est quoi un ppm? Bien, si on considérait une goutte d'huile dans une piscine de 5000 gallons, c'est ça un ppm. Donc, c'est très, très, très petit. Fait que, comme on disait tantôt, il y a certains standards que OSHA a déterminés. À partir de 50 parties par million, si tu es dans une zone de 50 parties par million pour 8 heures, c'est également la limite d'exposition. Il ne faut pas que ça aille plus haut.
À 200 parties par million, ben là, c'est des légers mal de tête dans les 2-3 heures. 400 parties par million, ça va être un mal de tête après 1 à 2 heures. 800 parties par million, c'est des maladies et contractions des membres dans les 1 à 2 heures, perte de conscience en 2 heures. 1600 parties par million, maux de tête dans les 20 minutes, mort dans les 2 heures. 3200 morts en 30 minutes, 6400 morts en 10 à 15 minutes, puis 12 800 parties par million, c'est mort en 1 à 3 minutes. Donc, c'est pour ça ce qu'on disait tantôt, dès qu'on voit quelque chose en haut de 35 parties par million, il faut qu'on ventile, parce que là, on s'en va dans une zone où est-ce que c'est trop élevé si on est là longtemps. En haut de 100 parties par million, bien là, le temps est beaucoup plus bas, donc c'est pour ça que c'est important de sortir rapidement. Que faire et quand? Bon, ben, si on prend des mesures et on est en bas de 10 parties par million, de 1 à 9, c'est normal, on n'a rien à faire. Si on mesure entre 10 et 35, ça c'est modéré. Là, il faut aviser les occupants. On va vérifier les appareils, puis on va commencer à faire une enquête pour trouver c'est quoi qui fait qu'on a une si haute concentration de monoxyde de carbone. En haut de 36, ben là, ça devient excessif. Donc, on va ventiler, on va vérifier les symptômes, on va recommander des soins médicaux ou une évaluation. En haut de 100, ben là, c'est dangereux. Là, on évacue, on appelle le 911. Il faut réellement qu'on prenne action. Les NOx, c'est quoi les NOx? Ben, les NOx, c'est un mélange de NO et de NO2, donc du monoxyde d'azote et du dioxyde, qui devient les NOx, les oxydes d'azote. C'est un gaz environnement qui contribue à la formation des pluies acides, de l'ozone et du smog. L'EPA a réglementé la quantité de NOx pour la pollution atmosphérique. Puis les NOx se forment dans les gaz de combustion. Il y a trois façons que les NOx se forment. On a ce qu'on appelle les NOx thermiques. Donc ça, c'est l'air de combustion se combine à une température de flamme élevée, puis on va créer des NOx thermiques. On va avoir ce qu'on appelle les NOx de carburant. Bien, les carburants à base d'azote se combinent à l'excès d'air, puis on va avoir des NOx. Puis on a les NOx rapides, ça c'est la combustion précoce à basse température. Donc lorsqu'on part notre système à basse température, on va créer du NOx. Donc c'est toutes des choses qui peuvent générer des NOx. Comment qu'on peut réduire? Bien, la première des choses, on peut y aller avec des dispositifs anti-pollution. On peut changer notre procédé au niveau de nos brûleurs. On peut utiliser des carburants à faible teneur en azote. On peut faire la recirculation des gaz de combustion. On peut y aller avec des brûleurs à faible émission de NOx. Et finalement, on peut servir d'un analyseur de combustion. Puis là, en faisant une amélioration des mises au point, on peut réduire les NOx. Donc, si on est capable de faire un meilleur ajustement sur notre brûleur, on va aider à réduire les NOx. Comment qu'on calcule l'efficacité de la combustion? Bien, l'analyseur utilise les mesures d'oxygène et de température nette. Pour ceux qui se souviennent, c'est la différence de la température entre la température de la cheminée et la température de l'air. On va ensuite de ça mettre ça dans des équations spécifiques au carburant. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on sert d'analyseur de combustion, on nous demande le type de carburant qu'on sert, parce que les formules mathématiques sont différentes selon le type de carburant. Puis là, à partir de là, on va aller avoir les lectures d'efficacité de CO2 et d'excédent d'air. Pourquoi faire l'effet? Bien, efficacité de la combustion égale économie de carburant. Dans cet exemple-ci, si j'avais initialement, quand je suis arrivé, une efficacité de 75% et que j'augmente mon efficacité à 80%, bien, on va parler d'une économie de 63 $. C'est sûr et certain que lorsqu'on arrive en industrie, puis que là, on parle de gros brûleurs avec des gros coûts en carburant, bien là, les économies se chiffrent beaucoup plus rapidement, mais l'économie potentielle est là. Donc, on parle de plusieurs milliers de dollars dans le cas de l'industrie qu'on peut sauver en faisant un bon ajustement de nos brûleurs pour avoir une optimisation.
Les lectures typiques. Lorsqu'on parle des brûleurs à l'huile, donc ce qu'on a dans les maisons là, des années 60-70, ben là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on veut commencer avec l'étape 1, qui est de trouver une trace de fumée. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de s'assurer d'avoir un petit peu de fumée. Puis, on va faire notre test avec notre pompe à fumée là, pour voir la quantité de fumée qu'on a. On va mesurer l'oxygène ou le CO2. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir l'entrée d'air pour diminuer le CO2 ou augmenter l'oxygène. Les deux se compensent dans ce cas-ci de 1%. Puis par la suite, on va faire un test pour s'assurer que lorsqu'on est parti, on a réduit notre fumée à 0. Donc, dans ce cas-ci, c'est l'ajustement qu'on veut faire, c'est qu'on veut s'assurer d'avoir le meilleur mélange d'air possible. Fait qu'on va aller faire des tests basés sur la fumée, donc pour être sûr qu'on ait le moins de suie possible dans nos cheminées une fois qu'on va faire nos ajustements. Parce que c'est sûr que si je ne fais pas mon test de fumée, je peux avoir une bonne amélioration au niveau de mon oxygène, mais si je sors trop de suie, bien, finalement, l'économie en carburant que je vais avoir faite, bien, je vais le payer en nettoyage par la suite, parce que là, je vais avoir plein de suie à l'intérieur de mes conduits, tout le kit. C'est un mix qu'il faut réussir à faire. Fait que ça, on vient à notre schéma de combustion. Donc, on va avoir notre oxygène, notre CO2, on va avoir notre excédent de carburant, notre efficacité, puis la fumée. Donc, dans le cas d'un brûleur à l'huile, on va avoir la fumée qu'on va ajouter. Donc, la gamme de fonctionnement idéal avec un réglage, avec un excédent. Donc, on veut se retrouver dans notre zone verte. C'est-à-dire, on veut avoir augmenter un petit peu l'oxygène, mais diminuer le taux de fumée. Donc, on ne veut pas avoir trop de fumée pour rien. Un brûleur à l'huile, les lectures typiques, bien, si je m'en vais à l'oxygène dans le condensonde, on va parler de 4 à 7 d'oxygène. Dans la partie de rétention des flammes, 3 à 6 Mon dioxyde de carbone devrait être entre 10 et 12,5. Température des cheminées, bien là, ça va dépendre du système que je l'utilise. Le AFUE, pour ceux qui ne sont pas familiers, là, ça vient de l'anglais, le Annual Fuel Utilization Efficiency, ou si on voudrait le traduire, c'est ce que l'efficacité de l'utilisation en combustible annuel. Fait que dépendant de ce que j'ai, à ce moment-là, je vais avoir des températures de l'ordre de 400 à 600 degrés, de 330 à 450 ou moins de 125. Je veux m'assurer que mon tirage, je vais avoir une pression négative en pouces d'eau, dans ce cas-ci de moins 0,02 pouces d'eau. Ça, c'est au niveau des normes des incendies. Puis, je veux avoir un monoxyde de carbone inférieur à 50 parties par million dilué. Puis, comme on disait depuis tantôt, suivre toujours les spécifications du manufacturier. Si le manufacturier du brûleur a d'autres normes, d'autres standards, on va se fier à ces valeurs. Lorsqu'on arrive avec les brûleurs alimentés au gaz, bien là, à ce moment-là, on va parler d'un dioxyde de carbone plus bas, entre 8,5 et 11. Température dans les cheminées de 275 à 540. Puis de tirage, bien, on va avoir encore là entre moins 0,02 puis moins 0,04 dans la cheminée. Puis mon monoxyde de carbone bien, va être inférieur à 100 parties par million dilué. Oh, puis j'ai oublié l'oxygène qui était de 3 à 6 Les brûleurs à gaz induits par tirage, donc ceux qui ne sont pas des gaz sous pression, mais induits par tirage, mais là, on va avoir un oxygène un peu plus élevé, de 7 à 9 dioxyde de carbone encore plus bas. Température des cheminées va plus être entre 325 et 400. Le tirage va être sensiblement la même chose. Mon monoxyde de carbone va être plus bas. Puis là, on va parler de cheminée de système avec des efficacités de 80 à 82 On va voir ensuite de ça les systèmes de combustion scellés à haute efficacité. Là, on augmente l'efficacité, on diminue la température dans les cheminées. Donc, ces systèmes-là, c'est à basse température. Mais on va augmenter la pression de tirage. On peut aller jusqu'à moins 0,8 pouces d'eau. Le WC, c'est Water Column, donc c'est les pouces d'eau.
Conditions de fonctionnement de régime permanent. Donc, au niveau des chaudières, on va être sûr qu'on est en condition de fonctionnement de régime permanent. On va faire un échantillon au-dessus de la culasse de la chaudière et au-dessous de tout déviateur. L'échantillon pendant plusieurs taux d'allumage, donc c'est pas juste une fois, on s'assure qu'on a fait plusieurs arrêts départ. Puis, on va essayer d'améliorer l'efficacité et surveiller le monoxyde de carbone. On va vérifier notre tirage. Puis encore là, on suit les recommandations du manufacturier. On va mettre notre sonde dans la cheminée, un tiers à la moitié dans la cheminée, un échantillonnage pendant plusieurs taux d'allumage. On va faire fonctionner l'analyseur, puis on va effectuer les réglages. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser justement notre analyseur, notre sonde dans la cheminée. On va faire nos ajustements, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe sur notre analyseur. Puis on va régler pour un maximum d'efficacité et une combustion propre et sécuritaire. Les fournaises atmosphériques à l'air chaud, conditions de fonctionnement à régime permanent. On va faire l'échantillonnage autour des zones des appareils de combustion. Donc, on veut s'assurer que le monoxyde de carbone dans la pièce est adéquat. On va faire un échantillonnage des tubes d'échangeurs de chaleur. On va vérifier le CO autour de la zone du brûleur. Donc, tantôt, on était dans la pièce, mais là, on va se rapprocher du brûleur. On va faire les essais de tirage pour être sûr que la cheminée fonctionne comme il faut. Puis, on va vérifier la pression des carburants. Les conditions de fonctionnement dans les condensations des chaudières. Donc, même chose, on vérifie autour du brûleur, le CO, l'échantillonnage efficace dans les tuyaux d'aération de plastique. Donc, on veut s'assurer qu'on a un échantillonnage, qu'on échantillonne l'efficacité dans un tuyau d'aération de plastique. Et on va faire ensuite de ça un échantillon dans la terminaison de la cheminée. Les outils de base pour travailler, donc pour le commerce, vous devriez utiliser un thermomètre, on a besoin, il faut que ce soit numérique, puis il doit être capable de lire au moins jusqu'à 1000 degrés Fahrenheit. On va avoir des jauges de tirage, donc ça peut être un tube en U, ça peut être un magnétique, ça peut être un manomètre numérique, donc on veut juste s'assurer qu'on a nos pouces d'eau, notre mesure en pouces d'eau pour voir justement le tirage dans nos cheminées. Ça nous prend une résolution de 0.001 pouces d'eau avec une précision de plus ou moins 0.01 pouces d'eau. Beaucoup de gens mélangent les deux, précision et résolution. Donc, c'est pas parce que tu as un appareil avec une haute résolution que tu as nécessairement un appareil qui est précis. Donc, c'est un mix. Dans ce cas-ci, ce qu'on recommande, c'est avoir une résolution de 0.001 avec une précision de 0.01. On va avoir notre analyseur électronique pour calculer l'efficacité, voir les CO2 et l'excès d'air. Notre analyseur de CO pour les gaz de combustion et pour l'air ambiant. Ça va être électrique et avec pompe, parce que c'est sûr et certain que là, on va aller chercher les gaz dans la cheminée pour les amener. Donc, ça nous prend un analyseur avec une pompe. Une des choses que je n'ai pas mentionné, mais c'est important au niveau là, des analyseurs, de s'assurer de leur système de tir. Dans certains cas, on va peut-être avoir besoin des tubes avec une ligne qu'on appelle heated, qui est chauffée. Ça, c'est pour éviter qu'on aille, surtout si on a des endroits où est-ce qu'on a beaucoup là, de SO2, de soufre. Donc, on veut s'assurer que ça changera, on n'atteindra pas le point de rosée lorsqu'on va aller chercher notre échantillon pour l'amener à l'analyseur, parce que là, à ce moment-là, on va créer de l'acide sulfurique. C'est pour ça, les heated lines, c'est qu'on veut s'assurer qu'on reste toujours en haut du point de rosée. Et ça va nous prendre une imprimante ou un ordinateur pour pouvoir documenter nos résultats. Notre analyseur de combustion, comme on disait tantôt, on va avoir la température des fumées, donc la sonde de température en haut. On va avoir la température de l'air de combustion, ça c'est une option dans certains cas. On va ensuite de ça avoir notre capteur de pression pour le tirage, on va avoir notre collecteur d'eau pour les condensats, notre pompe, et on va s'en aller dans notre chambre de mélange, puis à ce moment-là, on va aller mesurer les gaz d'échappement.
Les analyseurs de combustion, surveillance des gaz de combustion. On va, comme on disait tantôt, s'assurer de l'efficacité de la combustion, la sécurité des chaudières ou des fournaises. Puis, on va pouvoir faire les essais de niveau de conformité au NOx et au SO2. On a des essais de CO ambient. On va avoir des essais de pression positif et négatif, donc l'essai de pression de carburant, l'essai de tirage des cheminées, puis pression statique dans les conduits. Puis, on va mesurer la température à l'aide de 2 sondes pour pouvoir calculer notre efficacité. À la base, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des piles. Ça, c'est ce qui va nous donner notre énergie. Donc, on peut avoir des piles au lithium, des batteries, des blocs de batteries rechargeables. On va s'assurer qu'ils sont nouveaux ou récents, puis on ne mélange jamais des anciennes et des nouvelles. Donc, si jamais vous avez un système qui a plus qu'une pile, on ne commence pas à mélanger des anciennes piles avec des nouvelles piles, ce n'est pas idéal. L'alimentation électrique et les piles rechargeables. Si on laisse l'appareil dans nos véhicules, surtout ces temps-ci avec le froid qu'on a là, c'est pas bien bon. Ça a des impacts sur les capteurs. L'écran peut avoir des problématiques aussi. Les piles vont être moins efficaces. On peut avoir s'il reste de la condensation parce qu'on n'a pas vidé nos fils comme il faut, mais ça va former de la glace. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une bonne idée de laisser vos appareils dans vos véhicules durant la nuit. Ça devrait toujours être rentré avec vous. Les hautes températures, ben là, ça peut être les appareils qui vont avoir des problèmes. Comme la plupart des appareils vont supporter des températures jusqu'à 130 degrés Fahrenheit. Mais on ne va pas mettre ça à un endroit où les températures sont beaucoup plus élevées. Les sondes, en général, ça va jusqu'à 1832. Encore là, ça dépend du type de sonde que tu as. La protection contre l'humidité, dans la plupart des appareils, on va avoir des collecteurs d'eau et de condensat. Après chaque test, on le vide, on le nettoie. On vérifie pour être sûr qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages. Dans certains cas, on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on fasse un changement. Puis, on va faire des vérifications sur l'étanchéité de l'air. On a des filtres pour les particules, donc on va les garder propres et secs. On va les entretenir, les changer quand ils commencent à être décolorés. Donc, dépendant, il y en a que les systèmes sont plus faciles d'accès que d'autres. Donc, on va faire de bien connaître l'appareil que vous avez. Donc, ce n'est pas spécifique à Testo, c'est également chaque manufacturier qui est différent. Testo, par contre, a toujours voulu avoir des systèmes efficaces et faciles d'entretien. Donc, c'est un des avantages qu'on a avec Testo. Les capteurs, donc, ne jamais mesurer sans filtre de NOx. Donc, c'est à faire sur la série de Testo. La durée de vie est similaire à celle d'un capteur de CO. Puis sans cela, on peut avoir des erreurs de 40 à 89 parties par million. Donc, si vous avez des cellules de CO qui n'ont pas de filtre pour les NOx, ça peut réduire la durée de vie des capteurs, puis ça peut nous donner des erreurs. Ne pas dépasser la gamme de capteurs de CO. Il y a différents appareils sur le marché avec différentes gammes de monoxyde de carbone. Donc, c'est important. Si ton appareil n'est pas capable de lire plus haut que 4000 parties par million, ben c'est peut-être plus sécuritaire de rester toujours à moins de 2000. Il y a des systèmes aussi avec de la dilution. Donc, si on a des concentrations trop élevées, il y a certains analyseurs qui vont aller chercher une quantité d'air frais en même temps que ton gaz de combustion pour diminuer ta concentration de monoxyde de carbone. Capteurs de rechange pré-étalonnés. Ce qui est le fun de ça, c'est que c'est des capteurs qui sont prêts à l'emploi. Donc, certains appareils, chaque fois que tu veux changer un détecteur, il faut que tu retournes l'appareil pour le faire calibrer. Dans le cas de Testo, ils viennent directement avec pré-étalonné, donc tu peux toi-même le changer comme tu changerais une batterie. L'étalonnage, ça devrait être fait une fois par année pour les sondes de CO, NO, NO2 et SO2. Au niveau de l'oxygène, à chaque fois que tu allumes l'appareil, il va aller se faire un étalonnage de son oxygène. Assure-toi de ne pas être dans une pièce où est-ce que le niveau d'oxygène est trop bas. Mais en cas normal, il va se faire un enregistrement de NO directement, d'oxygène.
Durée de vie des capteurs, l'oxygène va être en général de 3 à 6 ans, le monoxyde de carbone de 3 à 6 ans, les NO de 2 à 4 ans. Les garanties peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Dans le cas de Testo, certains capteurs vont avoir une garantie jusqu'à 4 ans. Limite de température de stockage des capteurs, bon, ben, c'est comme on disait tantôt, on veut éviter la condensation. Il faut pas les mettre à des endroits trop frais. Quand on a fini un test, c'est bon d'y faire une purge à l'air. Ça va augmenter la durée de vie de ton capteur. Puis, il y a des trousses de capteurs libre-service disponibles, donc ça nous permet de faire un entretien plus rapide et moins dispendieux. Thermocoupe, ben, ça, le thermocoupe, en général, ce n'est pas un problème, mais c'est quand même de le vérifier. Si on voit des températures qui sont supérieures à 2000 Fahrenheit, ben, ça va l'endommager plus rapidement. Si on le cogne, si on n'est pas si on ne fait pas attention quand on le plug, ben, à un certain moment donné, on va peut-être avoir des filtres ou des fiches qui vont se déformer, des mauvaises connexions. Les tuyaux, ben, ça, c'est des expositions à la température. Il peut y avoir des fissures, des trous. Mise à l'essai de fuite, on va peut-être avoir changé des raccords de tuyaux, des joints, du lubrifiant, l'extension, etc., etc. Pompe et communication, ben, la pompe, certains, dans le cas de Testo, il y a plusieurs de leurs pompes que tu peux remplacer toi-même sur le terrain. On va avoir une tire jusqu'à 80 pouces d'eau. Les imprimantes, ils n'ont pas de câble. Ils vont faire un enregistrement permanent. Puis l'utilisation des marques de fourniture de bureau. Donc, on peut servir d'imprimantes standard pour communiquer avec. On a aussi communication Bluetooth, Wi-Fi qui va permettre de transférer les données vers un téléphone, une tablette ou faire la mise à jour en continu. Les accessoires importants, ben, on a des bottes magnétiques, donc des petits aimants en arrière pour que notre appareil tienne en place. On va le protéger contre les chocs, les chutes, garder l'analyseur hors du plancher, hors de danger. On va empêcher la gouille, les copeaux de métal qui vont, on va essayer de s'arranger pour pas qu'ils aillent sur les aimants. Les étuis de transport, ben, ça va protéger pendant le transport. Les consoles de changement de température, les isolés pour les changements de température ambiante. Connexion Wi-Fi, ben là, ça nous permet, comme on disait tantôt, d'avoir des graphiques, des journaux de données, faire des lectures de courriel avec photos, etc., etc. L'étalonnage, on l'a dit encore une fois par année, consultez le fabricant. Les cellules, on peut changer facilement les capteurs, les pompes, les filtres et les sondes. Limite de température, comme on disait tantôt, c'est faire attention pour la condensation. Gamme de capteurs, donc si on dépasse la gamme, ça peut limiter la durée de vie du capteur. Purge d'air frais, c'est normalement automatique, mais sinon, forcez-le une fois que vous avez fait niveau test. Puis le coût de possession et maintenance inférieur. Donc, on a des systèmes avec Testo qui vont durer plus longtemps et qui vont coûter moins cher à entretenir. Donc, dans ce cas-ci, c'est notre système de pression, notre oxygène, notre CO. On a des sondes à combustion polyvalentes, on a des tuyaux durables, des sondes supplémentaires. Donc, certains, on peut rajouter des sondes de température, du CO ambiant, des sondes de pression de plus. Donc, on a des mesures additionnelles qu'on peut rajouter sur nos capteurs. Les conseils d'essai, ben, échantillonner les gaz de la salle mécanique et de la cheminée. Effectuer d'autres essais, donc delta T, delta P, donc delta température, delta pression, CO ambiant. Placer la sonde d'échantillon au blanc d'emplacement, connaître la relation entre les gaz de combustion, imprimer, stocker les renseignements avec la date et l'heure, puis connaître la précision du capteur et de l'instrument. Donc, dans le cas des détecteurs de précision de plus ou moins 5% de CO avec une résolution d'1 partie par million, c'est des choses qui sont recommandées. Conseil d'essai pour vos analyseurs. Commencez des essais à l'état de combustion stable. Donc, il faut que la chaudière soit en fonction. Donc, c'est pas de mettre ton système, partir la chaudière. C'est sûr que tu ne seras pas dans les bonnes conditions. Utilisez des capteurs CO avec des filtres NOx pour garantir une meilleure précision. Pas dépasser la capacité de vos capteurs. Comme on disait tantôt, si on parle de 3000 ppm pour votre capteur, ben, n'allez pas lire plus haut. Si vous voyez que c'est pour être plus haut, ben, on sort notre système de là. On arrête tout de suite notre prise de mesure. Vérifier le collecteur d'eau pour les filtres de l'analyseur pendant l'échantillonnage pour être sûr qu'il ne se remplit pas d'eau.
maintenir les intervalles d'étalonnage et de service recommandés sur les analyseurs de gaz combustible. Les capteurs d'oxygène, ils s'étalonnent automatiquement au démarrage, mais il faut qu'on soit dans un environnement d'air frais. Puis les autres capteurs, il faut qu'on les fasse une fois par année. Puis élaborez votre propre protocole d'étalonnage si nécessaire. Donc, assurez-vous, vous savez que vous allez avoir besoin de l'appareil à partir du mois de septembre, envoyez-le donc durant l'été pour le faire certifier pendant votre période morte. Il existe toutes sortes d'appareils, dépendant si on fait juste du résidentiel, si on fait du professionnel, si on travaille dans l'industriel. Il y a aussi des appareils pour les émissions, comme je disais tantôt, où là, en plus de faire des calculs, on va faire aussi des mesures. Et sur ce, merci d'avoir participé à notre webinaire. Sean, je te redonne la parole. Excellent, merci beaucoup Claude. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour des questions puis des réponses. Steve, j'ai vu vos deux questions, puis on va envoyer par courriel parce que le premier, c'est un peu spécifique. Le deuxième, et c'est pour tout le monde, on va envoyer un courriel avec le webinaire après, comme une vidéo. Tu peux voir dans les prochains jours. OK. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, envoyez un courriel à info@commercialitm.com, puis on va répondre vite. Puis veuillez noter pour des questions sur le produit ou des questions spécifiques, nous encourageons de visiter notre site web itm.com. Au nom de toute l'équipe de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe d'ITM Instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site internet itm.com pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Grâce à itm.com, vous aurez l'accès à notre liste complète des produits Testo avec les descriptions et les spécifications. Vous trouvez également nos coordonnées afin de vous connecter avec un membre de notre équipe d'assistance technique. Nous pouvons répondre à toutes vos questions. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerons que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. Nous vous enverrons également par email des instructions pour réclamer vos crédits NATE, N-A-T-E, pour avoir participé à notre webinaire. Nous avons des webinaires à venir au cours des prochaines semaines et mois. Veuillez visiter la section formation sur itm.com pour un calendrier complet de les prochains webinaires et sujets. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 $ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de vérifier. Et merci beaucoup, Claude. C'était très informatif et c'est ce qu'on apprécie beaucoup. Merci et bonne journée tout le monde. Puis amusez-vous bien et faites des bons tests de sécurité. Merci beaucoup. Bye.